Pour regarder New York Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour décryptage. En Côte d'Ivoire, l'audience du président du Front populaire ivoirien FPI, Pascal Affi N'Guessan, prévue ce mardi 22 octobre est finalement reportée à jeudi. L'affaire FPI, on en parle avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Et d'abord, quel est l'objet de cette audience reportée ? En fait, il y a un conflit, il y a un nouveau conflit, pour être plus clair, au niveau du FPI, entre le leader actuel, Pascal Affi N'Guessan, et un autre cadre du parti qui en même temps est un avocat. Ben, cet avocat ne se reconnaît pas, il s'appelle Pierre Dagbo Godé, il ne se reconnaît pas dans ce qui est en train d'être fait au niveau du parti. Il est prévu un congrès qui, comme d'habitude, va permettre de renouveler les instances. Mais il faut faire attention, le congrès a lieu à 1 an de l'élection présidentielle. Et généralement, quand un congrès est aussi proche de l'élection présidentielle, celui qui est choisi comme président du parti est presque automatiquement le candidat du parti. Ben, ce monsieur fait également l'objet, j'allais dire, d'une expulsion par rapport au parti. Les gens l'ont considéré qu'il n'est plus membre du parti. Il a été radié, il n'a rien accepté de tout cela. Donc il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés. Il considère que les actes n'ont pas respecté les règles du parti. Ces actes ne sont pas légaux, raison pour laquelle il a introduit au niveau du tribunal une requête pour annuler le congrès qui est en vue. Le congrès en vue les 8 et 9 novembre prochains. Justement, le Front populaire ivoirien, FPI, souffre-t-il de divisions internes et à quoi cela est-il dû? En fait, il y a deux choses. Je disais à nouveau, n'oubliez pas que Mme Gbagbo Simone, quand elle est partie avec une partie du FPI. Quand Gbagbo est revenu pour reprendre le FPI, N'Guessan a refusé. Ils se sont encore partagés le FPI. Ben, si on se partage encore le FPI, bon, je me demande, à part le nom, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui reste du parti? Mais maintenant, il y a déjà cette affaire qui est là, qui est malheureusement bien connue, hein, sous nos tropiques en Afrique, où quand il y a quelqu'un qui gêne au niveau du parti, on convoque une rencontre extraordinaire, on décide comme sanction de le radier du parti, etc. Et souvent, cette personne, soit elle va créer son propre parti, soit elle maintient le nom de parti, et vous avez une bataille judiciaire sur le nom du parti. On en a connu au Sénégal, même avec le parti de Maître Abdoulaye Wade, le PDS. Quand Serigne Diop est sorti, il a créé PDSR. Pour garder le nom PDS et ajouter rénovation, on a connu ça dans beaucoup de pays. Ça, c'est un aspect. Vous avez un autre aspect de guerre interne, où tout le monde veut devenir chef, pour ne pas dire combat de chefferie, qui également crée des problèmes souvent dans les partis politiques, où quand quelqu'un est là, il y a un autre qui est candidat. Il faut le rappeler, un parti, c'est une association à caractère politique. Ce que ça veut dire, c'est que dans le principe, un parti ne peut pas appartenir à une personne. Même si dans la réalité, les partis appartiennent tellement à des personnes que quand on parle même, on dit le parti de, et on cite la personne, ce qui est totalement contraire au droit, parce que dans le droit, le parti est une association politique, mais quand on dit association, ça veut dire qu'on a regroupé un certain nombre de personnes. Ce n'est pas le patrimoine de quelqu'un, même s'il peut y avoir un bailleur pour le parti, ce n'est pas une raison pour que ça soit son patrimoine, mais puisque ces règles ne sont jamais respectées, on a toujours des conflits de personnes au niveau des partis, mais qui se traduisent par des dissidences au niveau des partis politiques, et c'est à ça qu'on assiste ici. Il y a un aspect également qu'il ne faut pas oublier parfois, surtout à l'approche des élections, les partis au pouvoir, surtout pour affaiblir l'opposition, créent parfois des problèmes à l'intérieur des partis pour que, à force de division et de subdivision, qu'il n'y ait plus en face du pouvoir une opposition qui soit capable d'apporter une alternative. Donc vous avez tous ces éléments qui rentrent en jeu dans ces querelles à l'intérieur des partis qui se jouent souvent autour de qui est le candidat du parti, des listes pour les élections législatives, bien sûr, pour également la présidence du parti. Et le parti politique, c'est aussi parfois des coalitions. Et dans le cas du FPI, les relations avec le RHDP au pouvoir sont devenues caduques. Mais que s'est-il passé? Pourquoi une séparation? En fait, Pascal Affi N'Guessan
a considéré à un certain moment que le compagnonnage avec le RHDP n'est pas productif pour le FPI. Mais conséquence logique, il faut quitter la coalition. L'avocat, lui, Pierre Dagbo, lui, pense que c'est le contraire, il faut rester dedans, parce qu'effectivement, il faut le reconnaître, Pascal Affi-N'Guessan et le FPI font partie de ceux qui ont travaillé en disant à un certain moment, il faut que les oufouettistes, au-delà du parti qui s'appelle RHDP, se retrouvent. Mais pour lui, Pascal est en train de faire le contraire de ce qu'il avait dit à un certain moment. Et il ne fait pas la même analyse situationnelle que Pascal. Lui, il considère que le FPI doit rester au niveau du RHDP. Donc, vous voyez ici ce jeu toujours lié à la prochaine élection présidentielle. On reste dans la coalition, on ne reste pas dans la coalition. Donc, entre les deux personnes, il y a des divergences qui sont réelles, même sur l'orientation que le parti doit prendre par rapport à la coalition ou pas. En même temps, est-ce que cette fracture ne remonterait pas aussi jusqu'aux élections municipales et régionales dernières? On sait que le parti, le FPI, a perdu des sièges, notamment législatifs. Mais tout à fait. En fait, quand Pascal Affi-N'Guessan parle, ce qu'il ne dit pas, c'est cela. Il n'est pas satisfait. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas le seul parti. Le RHDP a fait des résultats extraordinaires lors de ces élections. Il faut le reconnaître. Certains des opposants se sont alliés dans certaines zones, mais cela n'empêche que le RHDP a fait des résultats qui ont fait que finalement on s'est posé des questions sur qu'est-ce qui va se passer après sur le plan politique. Et quand les élections se passent de la sorte, ça se ressent au niveau des partis qui ont perdu. Puisqu'il est normal qu'un parti s'asseye après des élections, qu'on fasse le bilan. Pourquoi on a perdu? Le FPI qui a perdu jusqu'à 5 sièges. Oui, mais c'est pourquoi il faut faire le bilan. Pourquoi on a perdu? Est-ce que c'est la coalition qui a été pas la bonne? C'est-à-dire on nous a mis dans des positions où on ne pouvait pas avoir des sièges? Ou bien est-ce que c'est à l'intérieur du parti même? Les gens n'ont pas accepté le choix qui a été fait pour aller dans une coalition, au point que les militants sur qui on comptait n'ont pas répondu en votant, etc. C'est des interrogations et normalement un parti politique, au sortir d'une élection, quelle qu'elle soit, doit s'asseoir pour faire un bilan objectif du résultat de ces élections. C'est ça qui permet à un parti de se remettre en cause et de pouvoir se propulser. Mais malheureusement, dans la remise en cause, il suffit de dire qu'on n'est pas d'accord avec l'option du chef pour que ça devienne la bagarre et on risque de prendre la porte. Il suffit de dire mais non, nous sommes en coalition avec des gens. Ils nous ont donné tel nombre de portefeuilles. Je pense que ce n'est pas proportionnel au poids du parti. Nous devons exiger tant. Ça ouvre la porte également à une difficulté au niveau de la coalition. Mais ça, c'est la vie des partis politiques en Afrique. C'est de crise en crise que ces partis vivent. En vue de la présidentielle d'octobre 2025 prochain, est-ce que le FPI aura besoin de nouveaux alliés? L'ancien président a appelé en juillet dernier à un rassemblement de l'opposition, on se rappelle. Oui, il y a toujours cet appel à un rassemblement de l'opposition. On parlait tout à l'heure des élections municipales. L'ancien président faisant référence à Laurent Gbagbo, qui avait aussi une histoire avec le FPI. Mais il y a toujours cet appel au rassemblement. Mais on a vu avec les élections municipales, il est plus facile de se rassembler dans des élections municipales, dans des élections législatives qu'à l'élection présidentielle. Les municipales, il y a plusieurs mairies. Le partage est plus facile. Les législatives, il y a plusieurs sièges de députés. Le partage est plus facile, c'est le positionnement qui crée la guerre. Mais à la présidentielle, il y a un seul fauteuil. Ça fait que vous avez tout le temps dans les pays cet appel à l'unité, mais quand vous suivez bien, la personne dit il faut que l'opposition s'unisse, mais dans son discours, ce qu'il dit entre les lignes, c'est derrière moi. Donc dès qu'il s'agira de regrouper l'opposition derrière une autre personne, celui-là qui appelait à l'union de l'opposition, vous allez voir, il va refuser de participer à cette union si ce n'est pas lui qui dirige la coalition de l'opposition. C'est le même problème qui va se poser avec Gbagbo. N'oublions pas que pour le moment, Gbagbo n'est pas en mesure d'être ni électeur ni candidat, bien qu'il est dans une logique de quelqu'un qui va être candidat. N'oublions pas qu'au niveau du PDCI, on voit carrément Tidjane Thiam prendre la posture du candidat, on le voit
dans ses démarches, dans tout un ensemble de choses qu'il est en train de faire. Mais il y a également le cas du RHDP où qui sera candidat, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que Ouattara va se risquer dans un 4e mandat? J'espère qu'il ne fera pas ce qu'on appelle le mandat de trop en s'aventurant à nouveau pour vouloir être candidat. Mais si ce n'est pas lui ça veut dire qu'on est dans une situation à une année où il y a encore des interrogations au niveau de la Côte d'Ivoire. N'oublions pas Blé Goudé qui petit à petit également soulève la tête, lui qui disait non, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation qui l'intéresse. On le voit de plus en plus maintenant devenir candidat. N'oublions pas également Guillaume Soro, dont on ne connaît pas encore le sort. Ouais. Tout à fait. Et Guillaume Soro, qui même s'il n'est pas là, a quand même des partisans. On avait vu des coalitions assez hétéroclites à un certain moment contre le président Ouattara, mais beaucoup de ces coalitions, malheureusement, n'ont pas perduré parce que souvent, c'est plus des alliances électorales que de véritables coalitions politiques. D'une part, Pascal Affi-N'Guessan qui dirige le FPI et de l'autre, Laurent Gbagbo du PPA-CI sont d'anciens compagnons séparés par l'incarcération à La Haye de l'ancien président. Quelles sont les relations aujourd'hui entre les deux hommes? On ne peut pas dire que les relations sont bonnes parce que de façon générale, quand ils sont interrogés par les médias, eux, tout comme Blé Goudé, personne n'accepte de répondre à la question que le journaliste pose. C'est ça la difficulté avec cette affaire. Ils ont une façon de détourner la question pour ne pas répondre à la question objective. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Bon, souvent, il te dit, on a été alliés pendant fort longtemps, oui. C'est mon leader, etc. Mais bon, après, quand tu regardes la forme de la réponse, on sent clairement que d'un point de vue relation, vous avez des personnes qui se sont éloignées les unes les autres. Maintenant, est-ce que, comme les politiciens savent le faire, parce qu'une élection est proche, à cause d'enjeux où chacun sent que seul il va être difficile de faire face au RHDP, mais vous voyez les politiques changer carrément de discours, changer carrément de positionnement. Et en Côte d'Ivoire, ça ne va surprendre personne. L'élection, c'est dans un an, en octobre 2025. Ce sera un scrutin crucial? Mais plus que crucial. Je parlais tout à l'heure de ces coalitions. Prenez Gbagbo, prenez Ouattara, prenez Bédié. Regardez comment ces trois premiers se sont alliés les uns contre les autres dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Donc, si on revoit ce genre de choses, ça ne va pas surprendre. Maintenant, cette élection aura plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est la candidature ou pas d'Alassane Dramane Ouattara. Ça va être un énorme enjeu, puisqu'il y a certains qui commencent à faire sa publicité, à montrer ses réalisations, etc., à provoquer même d'autres pays en disant on va vous prêter notre président pour qu'il vienne développer votre pays. Ceux-là sont dans une logique de la continuation. Ça va être un enjeu. L'autre enjeu, ce sera à l'intérieur du RHDP. Si Ouattara n'est pas candidat, qui sera candidat? Pour l'opposition, l'enjeu sera jusqu'où l'opposition sera capable de s'unir autour d'un, voire deux candidats au maximum pour essayer de pouvoir avoir une certaine force politique pour faire face au RHDP, parce que pour le moment, ce qui est sorti dans les urnes, il n'y a pas un parti qui peut tenir tête au RHDP. Sans compter que pour le PDCI, Bédié est parti. Ce n'est pas du tout une mince affaire, ce n'était pas n'importe qui dans ce parti-là. Et parlant de Laurent Gbagbo, pour qui rien n'est encore sûr, quelles sont ses chances les chances pour qu'il soit inscrit sur la liste électorale? Il n'y a pas beaucoup de chances pour le moment parce qu'on pensait que les élections municipales et autres avaient moins d'enjeux. On aurait pu lui permettre au moins de pouvoir aller voter. Et ça aurait été un signe dans le sens peut-être de son rétablissement dans ses droits pour qu'il puisse être candidat. Il va être confronté à un problème. Sa condamnation n'a pas été annulée au niveau de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une loi d'amnistie. Il bénéficie plutôt d'une grâce présidentielle. Cela fait que dans son dossier judiciaire, son casier judiciaire, s'il le dépose pour sa candidature, sa condamnation à 20 ans peut être un obstacle pour qu'il puisse devenir un candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc c'est un sérieux problème. Les gens n'en parlent pas et comme d'habitude, c'est la méthode des partis au pouvoir. On se tait quand on sait qu'on tient quelque part une épée de Damoclès. En cas de nécessité, on utilise l'épée tout simplement pour barrer la route à quelqu'un qui est là et qui aurait pu être un concurrent qui peut créer des problèmes parce que Gbagbo a encore des gens qui le soutiennent.
jusqu'à quel point il n'a pas participé à des élections depuis son retour au niveau de la CPI. Difficile de dire qu'est-ce qu'il représente véritablement, parce qu'il n'y a pas eu réellement de test. Parce que si on prend l'élection passée, avec le PPACI, avec ceux avec qui il s'était allié, si c'est ça qu'il représente, mais Gbagbo n'est plus un danger pour le RHDP. L'enjeu de ce scrutin, en tout cas, suscite déjà à un an de l'échéance de vivre mot au sein de l'opinion publique et de la classe politique ivoirienne. Comment interpréter cela? Des inquiétudes ou c'est en suspens, des équations à plusieurs inconnus? Comment interpréter cela? Mais c'est vraiment une équation à plusieurs inconnus. Parce qu'il y a des inconnus presque dans tous les partis. On parlait tout à l'heure de Tidjane Thiam avec le PDCI. Aujourd'hui, quand on regarde sur l'échiquier politique, le PDCI également, avec son symbole, c'est un vrai éléphant politique. Mais Tidjane Thiam n'a pas été élu facilement à la tête du PDCI. Il y a eu des dissidences. N'oublions pas que ici, on parle de report d'un procès. Là-bas, on a dû reporter le congrès pour ce qui se rappelle au dernier moment. C'est aussi un scrutin qui va déterminer la force de chaque parti politique. Mais bien sûr, en fait, le rôle des élections, c'est surtout cela. Parce que souvent, les coalitions créent un flou. Si le PDCI part seul à une élection, on peut savoir qu'est-ce que représente le PDCI. Si le PPACI fait la même chose, même les FPI, on peut avoir une vision, une lecture très claire sur la situation politique. Mais vous voyez parfois une coalition où vous avez 100 partis, puisque dans nos pays, facilement, on en a 200, 300. Mais sur les 100, 200, vous en avez parfois quelqu'un qui n'a que la bouche, qui occupe partout les médias, mais qui n'est même pas capable de gagner les élections dans le bureau où il a voté. Ça rend flou en ce moment les élections pour les résultats, parce qu'après, chacun va se réclamer en disant j'ai fait partie de la victoire, alors que sur le terrain, la personne n'a pas apporté grand-chose. C'est pourquoi on est un peu dans le flou avec ce système de coalition de partis qui est de plus en plus la règle au niveau des pays africains. Quand on veut faire une lecture politique par rapport aux leaders, surtout sur la question de la représentativité, c'est souvent extrêmement difficile, y compris même pour les partis qui sont au pouvoir, parce que généralement, ils ont également des centaines de partis, de mouvements de soutien, d'individus. Finalement, on ne sait plus qui est véritablement le leader qui apporte ces voix-là, alors que sur le plan politique, c'est extrêmement important, puisque chaque parti a en principe un projet de société qu'il propose aux citoyens de son pays. Mamadou Diouf, à quoi s'attend donc au sortir de l'audience de ce jeudi? Une annulation, un report du congrès ou simplement une réintégration de Pierre Dagbo Dogbe comme cadre du FPI? Difficile de répondre parce que on ne sait pas trop qu'est-ce que le tribunal va décider, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont comme document avec eux, comme disaient les avocats. Je n'ai pas le dossier sous les yeux pour savoir où il y a des arguments béton, où il n'y a pas des arguments béton. Ce qui est sûr, c'est que celui qui conteste est un avocat. Dans le principe, il connaît le chemin du droit, mais celui contre qui il conteste également a gagné contre Gbagbo pour faire du FPI son parti. Donc ce n'est pas la première fois qu'il rentre dans un conflit concernant le FPI. Il a une certaine expérience. Attendons de voir simplement qu'est-ce que le juge va décider. Affaire à suivre. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage.